Alors bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus aujourd'hui m'écouter. Donc pour me présenter, je suis Ilenia Dalla Palma, je viens de débuter une thèse ici à l'Université de Lausanne sur la poésie numérique à l'ère de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux sous la direction du professeur Antonio Rodriguez. Alors pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, j'imagine que vous avez tous et toutes aujourd'hui cet objet-là dans votre poche. Pas forcément un livre, pas forcément un carnet, mais cet objet qui est devenu pour beaucoup d'entre nous notre compagnon du quotidien. Moi j'appartiens à la fameuse génération Z, celle qu'on appelle la Gen Z, et qui a donc grandi avec les nouvelles technologies. Je me souviens donc très bien de l'acquisition de mon tout premier iPhone. À l'époque, j'avais 13 ans et tous mes camarades de classe en avaient déjà obtenu un. J'étais donc la dernière à ne pas avoir acquis le Saint Graal. J'ai donc longuement supplié mes parents qui ont finalement craqué et décidé de m'offrir ce qu'à l'époque paraissait être la technologie ultime. Il y a eu comme un sentiment de magie qui s'est emparé de moi à ce moment-là. J'ai tout de suite ouvert cet objet, je l'ai testé, j'ai exploré, j'ai téléchargé toutes les applications à la mode, Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube. Il y avait quelque chose finalement d'extraordinaire à ce moment-là pour mes camarades et moi. Là où aujourd'hui, tout le monde a un appareil de ce genre, tout le monde l'utilise de manière quotidienne et répétée, finalement ça ne nous paraît plus aussi extraordinaire que ça pouvait l'être à l'époque. Au contraire, il suffit de regarder ce à quoi la plupart des gens sont occupés finalement dans les transports publics, c'est-à-dire scroller sur leur téléphone. C'est un geste qui est devenu tellement banal que nous ne nous rendons même plus compte du nombre d'heures que nous passons à le regarder. Il faut savoir que nous consultons notre écran en moyenne 220 fois par jour, dont une dizaine de fois sans même nous en rendre compte, tellement ce geste est devenu machinal. Pourtant, si l'on y pense, cet objet n'a rien d'ordinaire, puisqu'il condense à lui seul la plupart des usages qui, jusqu'il y a 20 ans, étaient dispersés. L'appareil photo, le carnet d'adresses, le Walkman, la bibliothèque, tout ceci tient aujourd'hui dans la paume de notre main. Et y compris la poésie, qui aujourd'hui est accessible via cet appareil. Et finalement, ce sentiment de magie que j'ai ressenti lorsque j'avais 13 ans en découvrant les réseaux sociaux ne m'a jamais vraiment quittée, puisque je suis toujours aussi fascinée par cette poésie qui naît des réseaux sociaux, au point donc que j'en ai fait le sujet de ma thèse. J'ai utilisé le terme d'appareil, qui est un terme qui a été théorisé par le philosophe des médias Willem Flusser, qui nous explique que c'est un jouet complexe, tellement complexe que ceux qui jouent avec lui ne peuvent le percer à jour. Jouer avec lui consiste à combiner les symboles qui renferment son programme, ce programme étant enregistré par un métaprogramme et le résultat du jeu étant constitué par d'autres programmes encore. Pour rendre cela plus clair, imaginez que votre smartphone est un jeu très complexe de Lego. À ce moment-là, chaque brique va représenter un symbole qui sera d'une forme ou d'une couleur différente et que vous allez pouvoir combiner, par exemple en les empilant. Le programme va être finalement le mode d'emploi qui va vous montrer, vous indiquer comment combiner ces symboles entre eux. Le métaprogramme sera finalement les règles du mode d'emploi qui sont en vigueur avant même que vous n'ayez acquis le jeu de construction. Il va vous indiquer par exemple que vous pouvez combiner certaines briques sans suivre le mode d'emploi afin de créer une pièce inédite. Vous ne pouvez normalement pas créer de pièces de Lego vous-même à la maison. Vous êtes donc à ce moment-là confronté à certaines possibilités et certaines contraintes du jeu. Et vous, en tant que joueur-joueuse, vous allez tester ces combinaisons. C'est exactement la même chose avec votre smartphone. Imaginez que vous ouvriez votre application Notes, que vous y écriviez un texte, vous changez la police, vous le mettez en italique, en gras, vous rajoutez une image, vous y mettez un audio, vous décidez de vous filmer en train de lire ce texte et finalement, vous décidez de le publier sur un réseau social.
À ce moment-là, vous venez de jouer avec les possibilités, les contraintes de votre smartphone et vous en avez fait un mini studio qu'on va dire multimédia, c'est-à-dire que vous avez mélangé texte, images et son. C'est exactement ce à quoi certains poètes, poétesses aujourd'hui qu'on va dire numériques s'attellent, c'est-à-dire qu'ils vont tester les possibilités et les contraintes d'un appareil tel que le smartphone afin de tenter d'obtenir des résultats inédits. Mais ces tests de possibilités et de contraintes avec le smartphone ne sont pas réellement nouveaux, puisqu'ils font partie d'une histoire plus générale des pratiques numériques liées à ce qu'on appelle la littérature électronique, c'est-à-dire la littérature qui est créée et ou diffusée avec un moyen informatique. Donc tout commence en 1950 avec des expérimentations faites par des spécialistes, par exemple Raymond Queneau, qui a, dans le cadre de l'ouvroir de littérature potentielle, l'Oulipo, exploité les capacités computationnelles des ordinateurs afin de créer un texte, un poème informatique. C'est également le moment des réflexions sur la machine intelligente, le test de Turing, qui cherche à évaluer les capacités des ordinateurs vis-à-vis des capacités des humains. On poursuit avec la seconde génération en 1990, qui est le moment de l'essor du World Wide Web. À ce moment-là, ces expérimentations se démocratisent puisque la plupart des foyers moyens sont équipés d'un ordinateur. Ainsi, tout un chacun peut, grâce à des langages simplifiés comme HTML, CSS et Python, s'atteler lui aussi à des expérimentations. C'est d'ailleurs le grand moment des blogs. Les blogs qui ouvrent finalement la voie à la troisième génération, qui voit le développement des réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, ceci dès 2004. À ce moment-là, cela ne va pas forcément changer la diffusion, puisque la diffusion à l'aide d'Internet a été possible, mais cela va accélérer finalement la circulation et va offrir plus de moyens pour ces expérimentations numériques. Et finalement, depuis 2022, nous sommes confrontés à ce qu'on pourrait appeler une quatrième génération de littérature électronique avec la démocratisation de l'IA, notamment les modèles de langage avancé accessibles au public, tels ChatGPT, DeepSeek, Gemini. Ce que cette frise nous montre finalement, c'est que la poésie n'est pas un objet clos sur elle-même. Elle va évoluer avec les supports au fil du temps. C'est comme un laboratoire géant d'expérimentation dont nous sommes à la fois les témoins et les acteurs privilégiés. Finalement, ces supports vont changer évidemment la création et la diffusion de poèmes, mais également la manière dont nous allons les rencontrer au quotidien, puisqu'ils vont se glisser dans nos gestes, routines et habitudes. Si l'on regarde l'image derrière moi, par exemple, des gestes quotidiens comme se raser, dormir, chercher une chaussette, se faire à manger, tout ceci sont des gestes tellement banals que nous ne nous en rendons plus compte. C'est ce qu'on va appeler des gestes ordinaires. L'ordinaire est un concept philosophique qui dénote le fait dénote un élément, explique qu'un élément peut être tellement là qu'on ne va plus s'en rendre compte. C'est la même chose qui est à l'œuvre avec le langage. Tous les jours, nous parlons, nous discutons, nous utilisons le langage pour écrire, parler. C'est quelque chose qui est tellement là que nous n'en avons plus conscience. Et c'est également ce qui est à l'œuvre avec les gestes numériques. Si l'on regarde dans la troisième colonne, avec le fait de regarder son téléphone, regarder son ordinateur, regarder la télé, ce sont des gestes qui se sont insérés dans notre quotidien et dont nous n'avons plus forcément conscience. Et la poésie va circuler via ces gestes et la plupart des poèmes que l'on va pouvoir retrouver sur les réseaux sociaux vont donc être ordinaires. Ils vont être tellement là, ils vont tellement circuler via nos gestes qu'on ne va plus forcément en avoir conscience. Et donc, ici, il faudra développer ce qu'on va appeler une attention afin de saisir finalement les enjeux de ces textes. Car effectivement, il y a plusieurs questions qui vont se poser pour les personnes qui lisent, écrivent, analysent la poésie. Tout d'abord, une question de genre et de forme. Comment les nouveaux médias impactent-ils le genre et la forme ? Effectivement, comment va-t-on finalement pouvoir
désigner ce qui est un poème sur Instagram ou TikTok de ce qui n'en est pas un. Quels critères va-t-on choisir afin de savoir ce qu'est un poème à ce moment-là? Deuxième enjeu qui porte sur le statut de l'auteur, de l'autrice, puisqu'évidemment sur les réseaux sociaux, tout un chacun va pouvoir participer à la création d'un texte. Cela peut simplement être en commentant, en republiant ce texte avec de la musique, en le combinant à un autre art, de la danse, du dessin. À ce moment-là, il va y avoir une participation collective à la création. Et donc, comment va-t-on pouvoir savoir quelle était l'intention de l'auteur ou de l'autrice et comment va-t-on pouvoir interpréter cela dans ce contexte? Finalement, cela nous mène à un enjeu quant à l'objet livre, puisqu'effectivement, les réseaux sociaux vont changer notre perception de cet objet, puisque la poésie va circuler à la fois au sein de l'espace numérique des réseaux sociaux et au sein de l'espace physique. La poésie ne va évidemment pas disparaître des librairies, mais donc l'enjeu pour les éditeurs aujourd'hui, cela va être de repenser la diffusion du poème entre ces espaces publics, entre ces espaces, finalement il y aura une hybridité qui va se dégager. Ce qui nous mène finalement à la question de l'archive et de la patrimonialisation de ces textes. Effectivement, comment va-t-on pouvoir en garder une trace, une mémoire, alors que ces poèmes sont créés dans un contexte tout à fait instantané et éphémère? Il est en effet important de pouvoir les garder en mémoire afin de pouvoir les pousser à la postérité et les remettre dans une certaine histoire littéraire. Je vous propose de regarder un exemple concret. Pour commencer, Instagram qui est donc une application née en 2010 et qui propose de diffuser des images dans un fil d'actualité continue. Il est aujourd'hui possible d'y publier des vidéos, mais c'est donc une application qui baigne principalement dans la culture de l'image. Et c'est là que la poésie a trouvé un terrain tout à fait fertile pour s'immiscer, puisque l'application propose principalement des formats court. Donc le poème va s'adapter parfaitement finalement, si vous voulez, aux dimensions d'un smartphone. Ces poèmes sont souvent versifiés, donc ils vont être organisés en vers afin de conférer un certain rythme, un souffle au sein de l'image. Ils vont souvent être lyriques, c'est-à-dire qu'ils vont exprimer des sentiments et des émotions personnelles, mais souvent universalisées afin de d'entrer en écho avec le public. Cela va se présenter souvent sur fond uni, comme vous pouvez le voir derrière moi, parfois noir, mais la plupart du temps en blanc, afin d'imiter la page du livre. Donc on ne va pas perdre la culture du livre, elle va venir avec nous sur les réseaux sociaux. Il est possible que le poème apparaisse en légende d'un post, ce qui est plus rare, puisque comme je le disais avant, Instagram est plutôt dans une culture de l'image, mais c'est une hybridation possible de ce qu'on va appeler un poème-image. Ainsi, le poème va s'incruster sur la photographie dans le contexte d'Instagram. Et donc l'enjeu pour les Insta-poètes, cela va être de faire lire leur post. Comment va-t-on pouvoir signaler à nos utilisateurs, utilisatrices, qu'ils ne doivent pas uniquement regarder quelque chose, mais bien s'arrêter pour lire quelque chose? Un excellent exemple de cela est l'autrice Morgane Hortin. Morgane Hortin qui est donc une poétesse française qui publie sur Instagram depuis 2017, qui a aujourd'hui plus de 60 000 abonnés sur son compte personnel et qui publie ce genre de choses. Je vous propose de lire. Tu as une tristesse qui vit en deux endroits à la fois, près du cœur et dans le bas du ventre. Alors parfois, je te caresse avec mes mots. D'autres fois, je te déshabille. Une angoisse, puis une autre, tombe au sol. Mais toi, tu ne tombes jamais. Tu es juste nu pour la première fois et tu cherches quoi loger à la place de la tristesse à laquelle tu étais accoutumé. Ce qui est intéressant ici, c'est finalement la mise en scène du texte. Première chose, c'est que nous avons la photographie d'une page Word prise avec un smartphone. Il y a donc une sorte de mise en abîme d'un écran qui regarde un écran, ce qui va conférer une certaine profondeur
au poème. Seconde chose très intéressante, c'est qu'il y a un léger tremblement de la main qui a été réalisé, qui, loin d'être un défaut, est un choix tout à fait délibéré de l'autrice afin de faire baver en quelque sorte ce texte. Par là, elle va donner une certaine matérialité au texte qui va venir finalement contraster avec la staticité de l'image et de l'écran. Ça va nous donner une certaine présence physique du poème, mais cela va surtout venir soutenir le sens du poème, puisqu'on nous parle effectivement d'une tristesse corporelle physique qui est logée en deux endroits, près du cœur et dans le bas du ventre. Nous avons également l'angoisse qui tombe au sol, et par cette mise en scène, Morgane Hortin vient nous offrir une expérience qui est à la fois visuelle et sensorielle de son poème lyrique. Mais finalement, cette mise en scène du poste n'est pas un hasard, puisque cela vient soutenir la construction plus large de l'identité en ligne de la poétesse. C'est ce qu'on va appeler sa persona, c'est-à-dire son masque d'autorité en tant qu'autrice sur les réseaux sociaux. Donc, première chose, son compte personnel, Morgane Hortin, que vous pouvez voir derrière moi, qui porte donc son nom civil, est l'endroit où elle va publier des réflexions, des lectures personnelles, ses engagements politiques et sociaux. Elle va donc finalement créer un lien de proximité et d'authenticité avec son public. Sur son compte qu'on va appeler professionnel, Amour solitaire, qui est un projet collaboratif où elle publie les messages d'amour romantiques, amicaux et familiaux de ses abonnés, finalement va être un endroit d'archives de l'amour, comme elle le met en biographie. Elle va donc ici se positionner plutôt en médiatrice culturelle. Donc elle ne va pas se mettre en avant en tant que poétesse, elle va se mettre plutôt en position de curatrice. Il y a donc un dialogue entre ces deux profils qui va finalement créer un storytelling, un narratif qui va venir légitimer sa position de poétesse sur les réseaux sociaux. Et si Morgane Hortin nous permet de comprendre comment certaines instapoètes s'approprient l'application dans un but de création poétique, il existe un second phénomène tout à fait intéressant qui est celui de la republication des classiques du canon littéraire sur Instagram. Donc les classiques, ce sont finalement ces œuvres que les institutions scolaires et littéraires pensent devoir être lues, étudiées et portées à la postérité. Et donc oui, les classiques type Rimbaud, Verlaine et Charles Baudelaire se retrouvent sur Instagram. Car en effet, lorsqu'on parle de Charles Baudelaire, il ne s'agit pas uniquement d'un vieux manuel scolaire poussiéreux, il s'agit également quand même d'un poète dont 270 000 de ses œuvres sont achetées et vendues chaque année. Et il reste le poète francophone le plus étudié dans les programmes scolaires aujourd'hui. On va donc retrouver de nombreuses republications de son œuvre, ce que les chercheurs Bolter et Grusin appellent la remédiatisation. C'est un geste de recréation qui mène un médium à être perçu par notre culture comme une réforme ou l'amélioration d'un autre. Pour être plus clair, par exemple, vous pouvez prendre le poème ici à une passante, issu des Fleurs du Mal de Baudelaire, et le recréer ici à partir d'une intelligence artificielle qui s'est basée sur une photographie que Nadar avait faite du poète. Simplement, les yeux, la bouche ont été colorisés et un mouvement de tête a été ajouté. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder comment le poème finalement va traverser un nouveau support pour être incarné de manière différente. Je vous propose de regarder cela. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, sous le vent balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue, moi, je buvais, crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide, où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. C'était donc un exemple de remédiatisation très poussée avec une intelligence artificielle, mais on trouve de nombreuses images de ces remédiatisations. Par exemple,
ici qui est une remédiatisation faite par ce que j'ai appelé le groupe des amateurs, c'est-à-dire des personnes qui n'affichent pas de lien spécifique clair avec une profession des lettres sur leur profil Instagram. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'on est ici dans l'imitation de la page d'un livre qui se conforme très bien à l'esthétique Instagram que nous avons vu avant. Le fond blanc, le texte noir, la signature de l'auteur, de l'autrice, Baudelaire, la signature de l'utilisateur, de l'utilisatrice. Et c'est ce que la chercheuse Bronwyn Thomas appelle finalement des fanons. C'est-à-dire que ces amateurs vont créer leur propre canon sur les réseaux sociaux, leur propre mémoire et leur propre hiérarchie. Les amateurs peuvent penser par exemple qu'un poète qui n'est pas tellement vendu en librairie est incroyable, comme à l'inverse, un poète classique peut ne pas trouver de notoriété sur les réseaux sociaux. Autre méthode, c'est celle des professionnels justement du monde des lettres. Ici par exemple Hachette Collection, donc une maison qui fait partie de la maison d'édition Hachette, et qui ici vont plutôt se positionner comme médiateurs culturels. Ils vont opter pour des stratégies de communication visuelle qui participent à la dynamique du marché du livre. Donc ici le but c'est plutôt de faire vendre. On a une réédition ici de d'une œuvre de Baudelaire avec une couverture bleue fleurie replacée parmi d'autres classiques, Hugo, Rimbaud, Apollinaire, sous le titre Poème éternel, sous-entendu il faut l'acheter puisqu'il faut l'avoir lu, c'est un poème qui est éternel. Ce qui est intéressant de remarquer entre ces deux groupes, finalement, c'est qu'il y a plusieurs stratégies dans ces remédiatisations qui vont différer selon le groupe auquel on appartient. Les amateurs vont plutôt se légitimer par une expérience collective, tandis que les professionnels vont plutôt se légitimer par une expérience institutionnelle. Et dans la continuité d'Instagram, finalement, TikTok est une application qui est née en 2016 et qui propose, elle, de publier uniquement des vidéos allant de 1 minute à 10 minutes. Ainsi, la poésie a également trouvé un terrain fertile ici. La différence avec la vidéo, c'est qu'on ne va donc plus être dans une stratégie de faire lire, mais de faire entendre. Comment va-t-on signaler à l'utilisateur et utilisatrice qu'il faut écouter la vidéo et pas juste scroller à l'infini? On va donc être dans l'imitation de la scène ouverte, type performance slam. C'est ce que les théoriciens Zumthor et Despois nous expliquent, c'est-à-dire la poésie en performance, entendue comme poésie qui se réalise dans une coprésence du poète et du public, et une mise en œuvre du corps, utilise également le numérique, et tout un pan de la poésie dite numérique se développe en performance. C'est-à-dire que le poème en performance va être une œuvre qui est incarnée via le corps du poète, via son regard, sa gestuelle, sa voix. À ce moment-là, on va avoir une coprésence virtuelle à la fois du poète et de son public, puisque le public va être lui aussi engagé dans cette performance en écoutant via le corps du poète. Un exemple tout à fait intéressant de ceci est le poète, slameur, rappeur français Lémophile sur TikTok, qui a aujourd'hui 14 000 abonnés et qui nous offre des vidéos performances de ses textes lyriques. Donc je vous propose de regarder l'une de ces vidéos. J'imagine toujours les ruptures, même des couples qui s'aiment encore. Y aura-t-il des cris, des injures, ou se mettront-ils d'accord? Oui, il paraît que ça peut bien se finir avec un baiser en partant. Je me souviens que des bruits de tir, du champ de bataille, des cœurs en sang, et il reste des cicatrices. Mais les plaies doucement se referment, on ne sera plus jamais amis, mais signons une trêve de Noël. Et je brandis mon drapeau blanc par-dessus les murs barbelés, au souvenir de nous, pauvres amants, au souvenir de nos corps mêlés. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est finalement que tout est fait pour retenir notre attention. Première chose, donc, je vous disais, le regard caméra qui va participer à la performance. Le poète, en regardant fixement vers nous, va finalement retenir notre attention.
La scénographie est extrêmement soignée. En allant du choix de la salle, qui est une salle plutôt connue à Paris, le poète qui est placé au centre, la lumière tamisée, l'habillement même du poète qui est dans des habits noirs, déchirés comme s'il avait vécu une bataille, les fleurs qui rappellent le deuil, et finalement donc cette scénographie va venir soutenir le sens du texte, qui d'ailleurs apparaît à l'écran pour que nous puissions mieux suivre. Le texte nous parle finalement d'amour, de rupture comparé à un champ de bataille. Ce que la scénographie va venir soutenir, ce sont l'amour, les ruptures des lieux communs finalement de la poésie lyrique, des pléthores de poèmes en parle, mais l'aspect original ici, c'est que la vidéo en performance va venir soutenir le sens de ce texte, avec également une diction posée, un rythme lent que le poète nous offre et qui va venir créer une tension dramatique, émotionnelle, qui va nous donner envie à nous, utilisateurs, utilisatrices, de nous arrêter dans notre fil d'actualité pour regarder cette vidéo. Et finalement, ce qui est très intéressant, c'est de savoir comment va-t-on pouvoir finalement mettre ces poèmes mémoriser ces poèmes afin de les faire entrer dans une certaine histoire littéraire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'analyse de ces textes, on pense souvent à un poème lorsqu'il est achevé, publié, mais il a toute une histoire derrière qu'il faut analyser, notamment les traces d'écriture qui sont comme l'ADN du poème. On repère aujourd'hui trois grandes traces, trois grands types de traces d'écriture. Le manuscrit, qui sont donc les traces sur papier, le tapuscrit, qui sont donc les traces sur ordinateur, et le compuscrit, qui sont les traces sur smartphone. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les traces vont différer selon le support et à quoi on va devoir faire attention selon le support que nous sommes en train d'analyser. Notamment, la structure du manuscrit va évidemment être sur une page. Lorsque nous analysons un tapuscrit, nous serons face à un fichier. Probablement, le compuscrit, nous serons sûrement face à des fragments issus d'applications mobiles. En ce qui concerne la typographie, donc on va avoir une écriture à la main pour le manuscrit, sur clavier pour le tapuscrit, plutôt sur et par l'écran pour le smartphone. Je dis sur et par l'écran puisqu'on peut, comme nous venons de le voir, avoir des audios et des vidéos qui ne sont pas forcément des traces écrites, mais qui font partie de l'histoire du poème. En termes de variantes, qui sont donc tous les essais que le poète ou la poétesse a pu tenter, on va avoir par exemple en manuscrit des notes en marge ou sur le texte, des ratures par exemple. Pour le tapuscrit, des commentaires avec la fonction révision si nous sommes sur Word, ou directement sur le texte également. Le compuscrit nous donnera plutôt des traces du type des commentaires sous un post ou le montage audiovisuel. La temporalité va également différer puisque un manuscrit va nous montrer en combien de temps il a été composé avec une superposition des écritures et des variantes, alors que le tapuscrit nous montrera plutôt un historique des modifications si nous sommes sur un fichier Word par exemple. Et pour le compuscrit, nous serons plutôt confrontés à des traces du type l'heure de la publication ou de la modification que l'on peut repérer en bas du post sur Instagram ou sur TikTok. Puisque nous sommes sur les réseaux sociaux et que les collaborations sont nombreuses, on peut donc analyser également ce critère. On va avoir des écritures diverses à la main sur papier, des commentaires en fonction révision pour un tapuscrit et finalement des réactions et des reformulations dans l'espace commentaire en ce qui concerne le compuscrit. C'est donc très intéressant pour nous, chercheurs, chercheuses de lettres, d'analyser finalement et de comparer ces différentes traces qu'on va pouvoir mettre côte à côte. Donc il va y avoir une coexistence de ces traces puisque évidemment un poète ne va pas forcément se conformer uniquement à l'un des types que nous avons vus. Il peut autant être dans le manuscrit que le tapuscrit et le compuscrit. Et maintenant, si l'on considère l'intelligence artificielle, nous sommes donc sur un autre dispositif. Et on va également être sur un autre appareil, puisqu'effectivement,
l'IA est très peu lisible sur un smartphone. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de discuter avec ChatGPT sur smartphone. C'est plutôt désagréable puisqu'il nous donne des réponses plutôt longues, pas très agréables à lire. Donc on va plutôt retourner sur l'ordinateur. La plupart des usagers et usagères des IA aujourd'hui utilisent l'ordinateur. J'ai donc, pour illustrer cela, tenté de faire un test très simple avec ChatGPT, puisque je suis encore au début de ma recherche. ChatGPT, c'est donc un agent conversationnel qui a aujourd'hui 400 millions d'utilisateurs et utilisatrices chaque semaine en 2025. Ce que j'ai fait, c'est donc que je lui ai donné différents critères. Je voulais lui demander d'écrire un poème dans un style baudelairien. Je lui ai donc donné l'auteur, l'époque, 19e siècle, le lieu, Paris, le mouvement littéraire, la modernité. La forme poétique, je voulais des quatrains en alexandrin. Pour la thématique, je lui ai donné les thématiques les plus courantes de Baudelaire, spleen, modernité urbaine, beauté morbide, une tonalité lyrique, un lexique avec un vocabulaire riche. Je voulais que cela soit en langue française et une longueur de 3 quatrains. Pourquoi c'est important de donner ce genre de critères à l'IA? Parce que finalement, cela n'a rien de magique. L'IA est finalement uniquement le miroir de ce qu'on va lui demander. On va vraiment être dans une relation de demande-réponse avec cet agent conversationnel. Il est donc important finalement elle va forcément nous donner une réponse, mais si l'on veut un résultat précis, il va falloir lui donner un certain nombre de critères pour pouvoir les évaluer. En tant que chercheuse, pour moi, ce genre de test est très intéressant puisqu'il permet de comprendre à la fois comment l'IA va interpréter un certain style littéraire précis, comment est-ce qu'elle va jouer avec les contraintes afin de me donner un certain résultat, et finalement comment ce genre de poème ordinaire va circuler via le langage. Donc, ChatGPT me donne le résultat suivant. Crépuscule de suie. Sous l'arche des faubourgs où la brume s'entasse, l'ombre fumeuse étreint les toits ensanglantés, et dans le vent vicié qu'un vieux clairon fracasse, s'élève un long soupir des cœurs désenchantés. Le pavé ruisselant, lui, d'éclats sépulcraux, les becs de gaz pleurant des clartés maladives, semblent des cierges froids gardant d'étranges mausoles, où la foule s'égare en marée fugitive. Ô ville, ton vacarme est un glas magnifique, tes fiacres grinçants sont des corbillards de fer, et ton souffle empesté, lyrique et magnifique, enivre mes poumons d'un désespoir amer. Alors, ce qu'on remarque, c'est que finalement, ChatGPT a répondu aux critères que je lui ai donnés. Effectivement, j'ai 3 quatrains en alexandrin, j'ai une thématique le poème parle de modernité urbaine, effectivement, c'est en langue française. Finalement, il s'en est plutôt bien sorti. Le vocabulaire est celui de Baudelaire, avec déjà le titre « Crépuscule de suie » qui, par contre, reprend le titre « Crépuscule du soir » de Baudelaire. Donc là, on peut se demander, effectivement, il y a la question de plagiat qui peut surgir. Mais finalement, le vocabulaire avec les faubourgs, l'ombre fumeuse, les becs de gaz, tout ceci est totalement le vocabulaire de Baudelaire, donc elle a bien répondu à ma demande. Il y a même une métaphore suivie avec les becs de gaz pleurant des clartés maladives, semblent des cierges froids gardant d'étranges mausoles. Une paranomase avec tes fiacres grinçants sont des corbillards de fer. Quelques allitérations en S et en R. Finalement, pour moi, elle s'en est plutôt bien sortie. Par contre, effectivement, il y a des erreurs de rime et des problèmes d'accent au sein de ces alexandrins qui va poser un problème de rythme. On voit déjà dans le dernier quatrain que ChatGPT perd un petit peu de sa force. On a 2 fois la rime magnifique, ce qui n'est pas très original finalement. Mais cela peut s'expliquer par le fait que je ne lui ai finalement pas donné de critères concernant les rimes et le rythme. Il serait intéressant donc de reprendre finalement ce texte, d'ajouter
d'autres critères pour voir si elle s'améliore, si elle nous donne quelque chose de plus qualitatif. C'est d'ailleurs une des tâches qui va m'occuper durant ma thèse. Donc ce qui est intéressant avec ce genre de test, c'est qu'on remarque que l'IA ne remplace pas le poème original, ne remplace pas le poète. Par contre, on va donc être dans un événement relationnel avec notre agent conversationnel qui va nous donner certains résultats et qui peut être là pour l'assistance à la création. Ce qui va venir également remédiatiser, comme on l'avait vu avant, une partie du patrimoine littéraire, puisque ChatGPT est un modèle préentraîné qui s'est entraîné donc sur un corpus gigantesque de textes issus notamment des sources open access. Finalement, à l'issue de ce parcours, pourrez-vous vous dire que votre prochain scroll sur Instagram, TikTok ou lors de votre conversation avec une IA, est-ce que finalement vous n'êtes pas confronté à un poème? C'est exactement ce que nous avons vu aujourd'hui. La poésie circule, se transforme, se partage. C'est donc un écosystème vivant où le numérique ne va pas tout bouleverser, mais va venir participer en partie à cet écosystème. Et donc nous devons, nous en tant que chercheurs-chercheuses, prendre en compte ces objets-là. Finalement, je vous invite donc à explorer cette poésie numérique, à la suivre, la lire, la ressentir, mais aussi à y prendre part, puisque lorsque vous scrollez, le poème va se construire aussi par votre regard, vos interactions, votre interprétation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et merci. Et donc, on peut volontiers ouvrir la discussion. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai un micro. Moi, j'ai une première question. Est-ce que le côté éphémère des réseaux sociaux a une influence sur la diffusion de la poésie notamment? Alors, effectivement, l'aspect éphémère va avoir une incidence sur la diffusion, dans le sens où cela va être, comme on l'a vu avant, plus difficile de garder une trace de ces écrits. Et donc, par exemple, dans le cas où l'on voudrait publier un livre, puisqu'effectivement, on reste toujours beaucoup dans une culture du livre, donc pour légitimer sa position de poète-poétesse, on va avoir souvent envie, même en tant qu'insta-poète, publier son livre. À ce moment-là, le côté éphémère est plutôt problématique. En fait, il va falloir vraiment garder des traces. Par exemple, on ne va pas pouvoir publier tout en story, puisque les stories durent 24 heures. Il va falloir chercher une stratégie pour garder des traces et pour pouvoir finalement diffuser la poésie, comme je vous l'expliquais avant, qui va se balader entre le numérique et l'espace physique des librairies. Je te remercie pour ta présentation qui était vraiment très intéressante et très développée pour un début de thèse. Merci. Je me demandais si un poème écrit par une IA peut vraiment être considéré comme un poème. Je n'ai pas entendu la fin de la question. Est-ce qu'un poème écrit par une IA peut être considéré vraiment comme un poème? Alors, c'est la question. Est-ce qu'un poème écrit par une IA peut vraiment être considéré comme un poème? Ça fait partie des questions auxquelles je voudrais donner une réponse dans ma thèse, évidemment. Pour moi, aujourd'hui, avec le test sommaire que j'ai fait avec ChatGPT, oui, dans le sens où le texte que nous avons vu ici répond aux critères d'un poème. Après, ces critères, c'est moi qui les lui ai donnés. Donc, évidemment, comme je disais avant, l'IA va fonctionner en miroir. Du moment où j'ai envie d'écrire un poème avec une IA, l'IA va écrire un poème dans le sens où on peut l'entendre avec les critères de versification, le vocabulaire riche, etc. Après, la question, elle sera plus sur est-ce que ce poème va être qualitatif ou pas? Est-ce qu'un poème comme celui-ci pourrait participer à un concours de littérature? Telle est la question que beaucoup de chercheurs, chercheuses se posent aujourd'hui. Voilà. Oui, parce que justement, c'est intéressant, mais de fait, il y a peut-être un poème, admettons, mais il n'y a pas de poète. Je vais peut-être juste mettre le casque, alors, parce que je n'entends pas.
là, en admettant qu'il y ait un poème, il n'y a pas par contre de poète ou de poétesse derrière. Enfin, parce qu'après, il y a ce poème, mais c'est intéressant. Enfin, pour un public, ça va être signé ChatGPT ou je sais pas, IA. Ça ne peut quand même pas être mis sur le même plan que n'importe qui. Je sais pas. Alors, effectivement, en fait, le but, c'est pas de forcément le mettre sur le même plan que le poème que Baudelaire a écrit originellement parlant. Le but, finalement, c'est de dire, voilà, ces objets aujourd'hui existent, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire et finalement quelle valeur effectivement on va pouvoir leur accorder, parce qu'il y a effectivement une question de valeur et de discours qu'on va pouvoir construire autour de ces poèmes. Par contre, effectivement, il y a des écrivains et écrivaines aujourd'hui qui utilisent probablement ChatGPT, qui expérimentent avec ChatGPT. Donc la question, ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir travailler avec ce genre de textes qui ont été coécrits, je vais utiliser le mot coécrit aujourd'hui, avec ce genre de dispositif. Il y a effectivement une question de valeur qui se joue et qui est effectivement très importante aujourd'hui. Une question supplémentaire? Oui. Ouais, merci beaucoup. En fait, moi, c'était juste par rapport au plagiat, en fait, justement. Parce que du coup, moi, je vois plutôt comme une évolution. Comme tout évolue, la poésie va évoluer aussi, etc. Et puis, comme vous avez très bien dit, c'est coécrit. Et du coup, après, est-ce qu'ils vont monter des outils pour savoir si ce serait du plagiat ou est-ce qu'il y aura des débats, par exemple, typiquement pour l'exemple que vous avez montré où c'est inspiré de Baudelaire. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Bah, effectivement, il y a la question du plagiat, puisque finalement, en fait, ça touche à la question du statut de l'auteur ou de l'autrice, qui est effectivement très important. En tant qu'auteur, autrice, en tant qu'artiste, puisqu'il y a exactement les mêmes questions en histoire de l'art avec les peintres. On n'a pas forcément envie de se faire voler son travail. Or, ChatGPT, DeepSeek, Gemini, comme je le disais avant, sont pré-entraînés sur des immenses corpus qui sont accessibles sur Internet. Donc finalement, alors aujourd'hui, il n'y a pas de réponse claire à ça, mais j'imagine qu'il y aura effectivement des outils. C'est une des questions également que je me pose. Est-ce qu'on peut développer des outils analytiques pour se dire, voilà, ce texte finalement a été inspiré de tel texte et est-ce qu'il finalement va pas être dans des liens d'intertextualité? Qu'est-ce qui va se jouer finalement dans l'analyse avec ce genre de poème? C'est effectivement une grande question et j'imagine, qui fait déjà débat également. Est-ce que ChatGPT plagie le travail d'autres artistes? C'est une des grandes questions aujourd'hui. Comment vous voyez l'évolution du poète aujourd'hui, d'ici 20-30 ans? Comment vous voyez l'évolution du poète d'ici 20-30 ans? Je sais que c'est difficile de répondre à cette question, mais est-ce que vous voyez une évolution? Alors, l'évolution du poète, c'est ça. Alors, c'est effectivement une question plutôt compliquée. Comme je l'ai montré en fait finalement avec ma frise, c'est que le métier de poète, il a toujours évolué. Depuis l'Antiquité. À l'Antiquité, le poète, c'était l'homme avec sa lyre qui allait chanter pour s'adulciner, etc. Le métier a bien évolué. Aujourd'hui, par exemple, sur les réseaux sociaux, le métier de poète, il implique finalement plusieurs capacités. C'est-à-dire qu'il ne va pas juste écrire un texte, il y aura aussi des capacités d'édition, par exemple, de photographie, de management presque, parce qu'ils n'ont pas forcément d'agent qui va gérer leur compte. Quand on a 60 000 abonnés, c'est une grande question également à gérer. Donc finalement, j'imagine que le poète, la figure de poète va évoluer finalement aussi avec les technologies. La différence, c'est qu'effectivement, au 19e siècle, on imaginait souvent le poète dans son grenier, solitaire, en train d'écrire à la lumière de sa bougie. Aujourd'hui, le poète n'est plus forcément ça, il va se baigner dans une foule qui est la foule numérique et donc avoir peut-être plus de liens sociaux. Mais c'est un mouvement qui est déjà en route depuis le XXe siècle, lorsque les poètes commençaient à être invités sur les plateaux TV, les plateaux de radio aussi, pour faire le lien avec leur public. Donc j'imagine qu'il y aura aussi une continuité avec ça, d'où le fait que, à mon sens, cela soit nécessaire aussi de faire de la recherche sur ce genre d'objet numérique aujourd'hui pour voir
comment est-ce que ça va participer à l'évolution du travail de poètes, poétesses. Voilà. Moi, j'ai une autre question. Voilà, merci beaucoup pour ta présentation. Moi, j'ai une autre question concernant les enjeux primordiaux autour de l'attention. Le fait de devoir développer des stratégies pour capter l'attention des utilisateurs, utilisatrices qui sont baignés dans un flux incessant d'informations, est-ce que ça peut avoir aussi des conséquences sur... là, tu avais parlé de la forme des poèmes, mais au niveau esthétique, est-ce que ça peut avoir des conséquences aussi sur la forme, mais au niveau de l'écriture? Enfin, me dit, il faut être plus percutant, plus pour capter l'attention. Oui, merci. Alors, effectivement, ça va avoir un impact sur la mise en scène, puisque au final, ce flux continu qui relève d'une logique algorithmique, finalement, il va y avoir aussi un enjeu de visibilité. Puisque, effectivement, si on publie quelque chose sur les réseaux sociaux et qu'on a envie, on va dire, d'asseoir sa légitimité en tant que poète via ce profil Instagram, TikTok, on va avoir envie d'acquérir une certaine visibilité. Donc, effectivement, une des questions que je m'étais posée également, c'était est-ce qu'il ne va pas y avoir une homogénéisation de ces textes et qu'on va finalement pas être confronté toujours aux mêmes formes. Donc là, je vous ai présenté deux poètes, poétesses qui, à mon sens, ont testé le smartphone et les applications de manière à offrir quelque chose de plutôt original, mais disons que la plupart du temps, effectivement, on retrouve des poèmes en alexandrin lyrique, et cela peut s'expliquer par le fait que, comme Instagram est un réseau social où tout un chacun peut intervenir, à ce moment-là, ces personnes vont plutôt se reposer sur un bagage scolaire. Et ce qu'on voit par exemple à l'école ou au gymnase, ce sont souvent les poètes classiques qui écrivent en alexandrin, avec des formes classiques comme le sonnet, et qui vont donc reproduire ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Voilà. Une dernière question peut-être? Pas forcément. Donc vous restez à disposition si besoin, et puis dans 15 minutes on continue. Merci beaucoup en tout cas, merci. Merci.